Numéro 3, Robin Hall. En parlant des vies supposées des enfants, quelle catégorie de cas populaires ressurgit encore et encore? L'idée que ces enfants, souvent seulement en âge de parler eux-mêmes, parlent parfois dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. L'un des cas les plus notables de cette soi-disant xénoglossie est celui d'une petite fille à Evanston, Illinois. Pendant des semaines, ses parents ont été perplexes lorsque leur fille parlait couramment français dans son sommeil, malgré le fait que l'homme et la femme n'avaient qu'une connaissance superficielle de la langue. En utilisant un magnétophone et la traduction d'un professeur de français local, ils ont pu déterminer que le bavardage de la fille était la narration de quelqu'un essayant de retrouver sa mère, qui avait été perdue pendant une guerre. Les chercheurs en paranormal soulignent l'idée que cette fille strictement élevée en anglais n'aurait pas pu connaître un français aussi courant à un si jeune âge. Les sceptiques soulignent le nombre important de chaînes TV diffusant des programmes en français. Peut-être qu'au lieu d'une âme transmigrée, la fille était simplement douée pour apprendre les langues étrangères. Mais qu'en est-il d'un enfant qui a commencé à parler dans une langue qu'il ne pouvait pas possiblement connaître? Une langue qui n'est utilisée qu'à quelques 80 000 miles de distance. C'est le cas d'un garçon de 5 ans nommé Robin A. Hall, comme le raconte le psychiatre Dr. Adrian Finkelstein. L'endroit où Robin vivait et où cela s'est passé n'est pas exactement clair. Cependant, on croit que Robin vivait en Californie et que cela s'est passé dans les années 70. Dans son livre « Vos vies passées et le processus de guérison », Engelstein raconte avoir appris à propos de la mère de Robin, qui parlait souvent de Robin s'exprimant dans une langue étrange que personne ne pouvait comprendre. Madame Hall avait une connaissance passagère du français et de l'espagnol. Cependant, la langue que Robin parlait ne ressemblait à aucune de ces deux langues. Intrigué, le professeur Finkelstein a interviewé le garçon et lui a demandé de parler cette langue étrange. Le garçon a volontiers accepté, parlant sans cesse, apparemment de ceci et de cela, pendant que le docteur prenait des notes. Une fois l'entretien terminé, Finkelstein a dit à la mère que pour lui, la langue semblait vaguement d'origine asiatique. Avec leur permission, il a fait appel à un collègue, un professeur de langues asiatiques à Los Angeles. Plus tard, alors que l'expert en langues écoutait, sa curiosité grandissait. Il a demandé au garçon où il avait appris une telle langue. « À l'école », répondit le garçon. « Mais la maman a interrompu, tu ne vas pas encore à l'école. » La réplique du garçon a énervé tout le monde. « Mais je suis allé à l'école il y a longtemps. » En conférant plus tard avec la mère, le professeur de langue a dit qu'il était sûr que le dialecte que son fils parlait n'était trouvé que dans une région éloignée du nord du Tibet. Il n'était parlé que par un clan isolé de moines là-bas. Le professeur a ensuite demandé au garçon de décrire l'école qu'il avait citée. Robert a parlé pendant plus d'une heure de l'école, de ses enseignants et élèves et de ce qu'ils portaient, des robes avec des écharpes pour ceinture. Le docteur Finkelstein a par la suite conclu que le garçon ne décrivait pas une école. Il décrivait un monastère. Et le seul monastère qui utilisait ce dialecte particulier était situé dans les montagnes Kunlun, qui, dans la mythologie, est dit être le lieu de la légende de Shangri-La. Shangri-La est un paradis sur terre où les âmes sont censées vivre éternellement. Ce qui est arrivé à Robin Hall après avoir été profilé dans le livre est inconnu. Numéro 2. Shanti Devi. Imaginez si 2 stades de football étaient les personnes qui commençaient toutes à se rassembler autour de votre maison juste pour vous apercevoir. C'est exactement ce qui est arrivé à une fille nommée Shanti Devi de Delhi, Inde, en 1936. Shanti a fait les gros titres dans le monde entier lorsque l'agence de presse Reuters a rapporté ses affirmations d'avoir vécu une vie antérieure. Elle avait 8 ans au moment des gros titres, mais les affirmations, a dit son père, duraient depuis qu'elle avait environ 3 ans. À cet instant, la fillette s'est mise à parler.
Gâteau de pommes de terre était une phrase qu'elle prononçait tôt. Déconcertés par cette affirmation, les parents de Shanti n'ont jamais préparé ce plat, et ils ont commencé à se demander pourquoi elle le disait. C'est alors que Shanti a commencé à leur raconter une histoire sur son mari, qui vivait à Madurai, dans les Provinces-Unies, à 2 heures de distance. Son mari, dit-elle, adorait les galettes de pommes de terre, et elle avait l'habitude de les lui préparer tout le temps, c'est-à-dire avant qu'elle ne meure. Au fur et à mesure que Shanti vieillissait un peu, elle parlait de plus en plus de son mari, un homme nommé Kedarnath Shabi, qui était un marchand de vêtements, et de son fils, ou du moins du fils de la femme qu'elle prétendait maintenant être, une femme nommée Lugdi qui était morte à l'âge de 23 ans, 1 semaine après avoir donné naissance au garçon. Bientôt Shanti ou Lugdi vous a mis en route pour retourner à Madura, pour être réunie avec son mari et son fils. Mais le père de Shanti, un homme nommé Rang, a continué à refuser sa demande. Devenait de plus en plus inconsolable et déprimé à chaque refus. Aïe était voué à une mort prématurée. Mais la jeune Shanti devenait de plus en plus inconsolable et déprimée à chaque refus. Au point où l'un des professeurs de Shanti pensait qu'il fallait faire quelque chose. Le professeur a écrit à Nat à propos des déclarations de la fille. Sceptique, l'homme a envoyé son cousin, Mal, qui vivait plus près de Madara, pour vérifier l'histoire de la fille. En rencontrant Shanti, le cousin a été choqué lorsque la fille connaissait des détails personnels sur sa famille, et il a failli pleurer en entendant la fille détailler les circonstances entourant la mort de Luni. Elle connaissait même le nom de l'hôpital où il est mort, l'hôpital Lady Liel à Agra, et le nom de la sage-femme britannique, Lady Webb, qui s'est occupée d'elle là-bas. Mal était tellement inquiet qu'il a envoyé un télégramme à Nat, le pressant de rencontrer cette fille. Quand la rencontre a finalement eu lieu, Shanti, 8 ans, est tombée à genoux et a commencé à embrasser l'ourlet de la robe, portée par son ancien mari. Quand Shanti a ensuite rencontré son fils, qui n'avait qu'1 an ou 2 de plus qu'elle, elle a pris le garçon dans ses bras et a embrassé son visage partout, pleurant de joie. Alors que cette réunion commençait à se propager dans le quartier, une grande foule s'est rassemblée dans la rue. Quand Shanti est sortie, elle a été surprise par les spectateurs jusqu'à ce qu'elle aperçoive un homme et une femme dans la foule dense. Elle s'est précipitée vers le couple et les a embrassés comme ses parents, tandis que ses véritables parents regardaient avec incrédulité. Le truc, c'est que ces gens étaient en réalité les parents de la femme décédée. Et les témoins ont dit plus tard qu'il n'y avait aucun moyen que Shanti aurait pu savoir cela autrement. Alors que le récit se répandait, des centaines de milliers de croyants se sont rendus à la maison de Shanti à Delhi. Mahatma Gandhi lui-même a invité la jeune fille à son ashram pour parler de son expérience de vie antérieure et a déclaré publiquement qu'il croyait de tout cœur à l'histoire de Shanti. Cependant, certains étaient sceptiques. 3 de ces non-croyants étaient l'éditeur du journal de Delhi, un politicien local, et un psychologue pour enfants, donc en 1937, ils ont fait quelques fouilles. Ils ont interrogé toutes les personnes impliquées dans l'histoire, des parents à la cousine et au mari, et même l'enseignant qui a écrit la lettre de contact initiale. Il a même rassemblé ceux de Madara dans une mairie, environ 10 000 personnes, et a demandé aux témoins de se manifester. Des dizaines de citoyens ont fait exactement cela, tous corroborant l'histoire de la fille et confirmant les détails de la vie de la femme décédée que la fille ne pouvait pas connaître. Le fait que Lugdi vivait dans une maison jaune, le fait que le magasin de son mari était en face d'un temple local, et le fait que la femme de sa vie précédente avait une passion pour un certain type de bonbons et portait un certain type de legging uniquement disponible à Madara à l'époque. Les enquêteurs ont publié leurs résultats en décembre 1937 et l'article a été repris par des journaux du monde entier. Malgré les craintes initiales de son père, Shanti n'est pas morte à un jeune âge.
En fait, elle a vécu jusqu'en 1987, après avoir passé sa vie à raconter son histoire à quiconque désireux d'écouter, ne vacillant jamais dans sa conviction qu'elle avait vécu auparavant et pourrait vivre à nouveau. Numéro 1. Carl Aden. Le petit Carl Aden était un bambin qui a choqué ses parents en faisant le salut nazi. En 1974, seulement 29 ans après la Seconde Guerre mondiale, le sujet de la guerre était encore sensible à Middlesbrough, la ville natale de Carl en Grande-Bretagne. De plus, ses parents se demandaient où il aurait pu apprendre cela. Mais les choses ont vraiment pris une tournure étrange pour les Edins quand Carl a aussi acquis la capacité de dessiner. Ils ont trouvé ces livres de coloriage ornés d'avions monoplanes verts, frappés de croix gammées en crayons rouges et noirs. Lorsque Carl a grandi et commencé à parler, il a commencé à inquiéter ses parents. Selon eux, ses premiers mots étaient « Je suis passé à travers une fenêtre ». Mais en grandissant, il a commencé à combler les blancs. Bientôt, Carl racontait une histoire étrange selon laquelle il était un officier de l'armée de l'air allemande et que son avion avait été abattu au-dessus de Middlesbrough lors d'une mission de bombardement. Avec le temps, Carl s'est aussi mis à se plaindre d'une douleur à la jambe. Quand le médecin a demandé où cela faisait mal, Carl a montré une tache de naissance sur sa cuisse. Convaincu que la douleur était psychosomatique, le médecin lui a tapoté la tête et lui a donné une sucette pour détourner son esprit de sa soi-disant blessure. Mais à mesure que les histoires continuaient, les cauchemars ont commencé. La mère de Carl, Val, a dit au tabloïd Daily Mail en 2018 que Carl se réveillait en criant à l'aide. Sa jambe arrachée, il hurlait, suppliant la mort. « Je suis passé à travers une fenêtre », répétait-il sans cesse. Mais elle est devenue convaincue que quelque chose n'allait vraiment pas avec son fils. Mais le père de Carl, Jim, était sceptique. Il était convaincu que son fils inventait toute l'histoire. Alors il a assis le garçon et l'a interrogé. Quand Jim a demandé à Carl quel type d'avion il avait l'habitude de piloter, Carl a dit à son père avec assurance c'était un Messerschmitt. C'est ça, pensait Jim, je l'ai eu. Pendant des années, Carl prétendait être en mission de bombardement. Et Jim savait que les Messerschmitt étaient des avions de chasse, pas des bombardiers. La visite à la bibliothèque locale a vite prouvé que Jim avait totalement tort. Le Messerschmitt 110 était en effet un avion bombardier, le même type qui a largué des bombes sur Middlesbrough, Angleterre, dans la nuit du 15 janvier 1942. Les bombardiers tentaient de détruire des navires marchands au large de la côte anglaise et en mer du Nord. Selon les recherches de Jim, des témoins ont vu l'un des avions s'écraser dans une boule de feu, mais l'épave n'a jamais été retrouvée. Et c'est là que ces recherches l'ont mené. Contrairement à d'autres enfants, la croyance de Carl en ses vies antérieures n'a pas disparu avec l'âge. Selon sa mère, à l'âge de 7 ans, Carl divertissait ses amis avec des histoires sur sa vie antérieure. Il les divertissait avec des aventures dans les forêts éloignées d'Allemagne pendant son enfance. Et il déconcertait sa famille par son amour déclaré pour une femme de 19 ans qu'il aurait prétendument laissée derrière lui pendant la guerre. Un jour, se souvient Val, son fils a commencé à parler de sa chère mère restée à la maison. « Mais je suis ta mère, » a dit Val. « Je sais, mais c'est aussi ma mère, » a répondu Carl. Shanti Devi, préoccupé par la situation de Carl, a vite gagné des adeptes. Son histoire a été publiée dans des magazines en Angleterre et en Allemagne, et a même atteint les États-Unis, au début des années 1980. Une histoire est apparue dans le magazine britannique très populaire, Women's Own. Mais cette reconnaissance s'est accompagnée des moqueries des camarades d'école de Carl.
Ainsi, en grandissant dans son adolescence, le garçon a appris à ne pas être trop vocal à propos de son passé éthéré. Carl a continué à vivre une vie normale de jeune adulte, bien que son père croyait qu'il gardait encore un peu d'amertume que son père n'a jamais vraiment cru à son histoire. En tant que jeune homme, Carl s'est marié et a eu 2 enfants. Il a décroché un bon emploi dans la cour de chemin de fer locale, un emploi qui l'obligeait à travailler de nuit alors qu'il supervisait l'état des voies. Puis, dans la nuit du 2 août 1995, Carl, âgé de 23 ans, travaillait aux côtés d'un employé de British Rail âgé de 25 ans, nommé Douglas Winter. Quand Winter est inexplicablement devenu fou et a poignardé Carl près de 40 fois, le tuant. Winter purge actuellement une peine de prison à vie. Après le meurtre, la famille dévastée de Carl a essayé de passer à autre chose. Parfois, il se retrouvait à repenser avec nostalgie à la notoriété de Carl. À part ça, il ne pensait plus aux affirmations de Carl pendant son enfance, qu'il était un officier de l'air allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à 2 ans après la mort tragique de Carl en novembre 1997. C'est à ce moment que les ouvriers ont commencé à creuser une tranchée pour la nouvelle conduite d'eau de Millsboro. Quelques pieds plus bas, ils ont heurté du métal. Ils ont découvert un bombardier allemand de l'époque de la Seconde Guerre mondiale calciné. L'avion, semble-t-il, était le même qui avait été abattu lors du bombardement de la ville en 1942. Il a atterri dans de l'argile molle et a presque immédiatement coulé sous terre. Selon l'ingénieur John Keenan, interviewé par le Birmingham Daily Mail, ils ont d'abord trouvé des munitions, puis l'endroit est devenu comme une capsule temporelle. À l'intérieur de l'épave, les officiers de la Royal Air Force ont trouvé des parachutes intacts en parfait état, des pulls en laine qui semblaient tout neufs et une mitrailleuse avec une cartouche encore dans la chambre. Mais ils ont également trouvé un corps. Les restes carbonisés du mitrailleur de nez, le squelette était entouré d'éclats de verre. Le résultat de la fenêtre bulle sur le nez de l'avion où le mitrailleur s'assoirait, écrasé lors de l'impact avec le sol, et le squelette du soldat avait sa jambe droite coupée au niveau du fémur. En lisant cela dans le journal local, la famille de Carl a tout de suite pensé au récit de leur fils. La jambe douloureuse où se trouvait sa marque de naissance sur sa cuisse droite et les cris nocturnes d'un crash à travers une fenêtre. Lorsqu'ils ont visité le site de l'excavation de l'avion, ils ont été stupéfaits de réaliser que c'était seulement à environ 100 mètres de l'endroit où Carl a été assassiné près des voies ferrées. Alors que des plans étaient élaborés, en conjonction avec l'armée allemande, pour donner au pilote mort une sépulture convenable, les chercheurs se sont mis à confirmer l'identité de l'homme, et il n'a pas fallu longtemps avant que l'historien Bill Norman identifie positivement le pilote allemand mort comme étant Heinrich Richter. Jim et Val Aydin ont décidé d'assister au service commémoratif de Richter 1 an plus tard, mais ils ont été stupéfaits en voyant une photo de Heinrich Richter pour la première fois. Ils ont été stupéfaits de voir la ressemblance que cet homme avait avec leur fils défunt. Le cas de Carl Aydin et Heinrich Richter est si complexe et bien documenté qu'il pourrait même faire des sceptiques des croyants dans la transmigration des âmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous. Découvrez notre autre chaîne criminellement listée. Si vous venez de découvrir cette chaîne, assurez-vous de consulter notre autre chaîne paranormalement listée. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Vous pouvez le trouver à l'adresse youtube.com/paranormalement-listé. Nous avons aussi un podcast sur les affaires non résolues finalement élucidées, intitulé Paranormalement listé présente dans le meurtre. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Merci.